Bonjour tout le monde, c'est Morgue. Enchantée, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la vidéo des lectures manga du mois de mars. On commence tout de suite, c'est parti. Ah au fait, joyeuse Pâques mes petites têtes de cloche. Alors aujourd'hui j'avais envie de commencer par un gros coup de cœur et c'est Bright Stories. Donc je suis à jour, j'ai lu les 14 premiers tomes sortis à ce jour. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Au niveau du résumé, en fait ça va parler de la vie, du mode de vie des différents peuples en fait, qui existaient au 19e siècle dans les steppes de l'Asie centrale. Dans cette série, en fait, on va aborder le mode de vie, les coutumes des différents peuples en fait, de cette zone-ci. Et surtout en fait autour du mariage. Donc comment est-ce que va se passer le mariage, comment se passe la vie de couple au moment où ils sont mariés, est-ce qu'ils choisissent ou non leur partenaire, etc. Et au travers de toutes ces ennemis ici, tous les personnages qu'on va suivre, en fait, on va suivre également un scientifique anglais donc, qui vient pour étudier ces coutumes-là justement, un peu en mode à la rendez-vous en terre inconnue pour ceux qui connaissent. Pour donner un aperçu sur le type d'histoire qu'on retrouve dans cette série, pour la première histoire, en fait, on va suivre une dame de 20 ans qui s'appelle Amir. Et en fait, elle va être mariée à Karluk, donc un homme un homme, on va dire un jeune garçon d'un autre peuple, donc pour unir les liens entre ces deux peuples. Et ce jeune garçon-ci a 12 ans. Et donc on va suivre un peu l'adaptation d'Amir en fait au sein de ce peuple-ci parce qu'il y a des traditions qui sont un peu différentes, donc il y a quand même un échange culturel. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'ils commencent à bien s'entendre, le peuple d'Amir décide d'essayer de la récupérer parce qu'un homme très important vient de perdre son épouse et ils vont essayer de la récupérer pour la marier à cet homme-ci qui n'est pas très net. Mais le peuple du côté de Karluk va se défendre et ne va pas... ne sont pas prêts à laisser Amir partir puisque pour eux elle fait déjà partie de leur famille. Donc ce manga est rempli en fait d'échanges culturels et de partage de connaissances. On va découvrir en même temps que les personnages, par exemple la broderie, le travail sur bois, la chasse et notamment la fauconnerie. On va apprendre également à comment dépecer un mouton par exemple. Et en fait, tout ça, c'est apporté vraiment d'une manière très intéressante. Moi, en tout cas, je ne me suis pas ennuyée une seule fois. Les dessins également sont un énorme point positif pour ce manga-ci, puisqu'ils sont très détaillés et principalement, je trouve, dans tout ce qui est les vêtements, la tapisserie, l'orfèvrerie également. Je trouve que l'auteur a vraiment un très beau coup de crayon et elle a dû passer quelques heures quand même sur certaines planches, je crois. En fait, ce manga a vraiment une grande force puisque en fait, on arrive à déceler toute la beauté dans la simplicité. L'auteur ne cherche pas à faire du sensationnel, mais vraiment un apprentissage de la vie là-bas, tout simplement. Pour ma part, en tout cas, je sentais vraiment que je pouvais m'évader dans ce monde qui est très dépaysant au final parce qu'il est complètement différent de celui dans lequel je vis. C'est un manga qui est très calme en grande partie, mais il y a également des moments sérieux, des moments d'action, par exemple pendant les batailles, donc il y a quand même des moments qui sont assez violents, mais on retourne à chaque fois à un moment de paix et de positivité. Donc voilà, je ne peux que conseiller cette histoire si vous sentez que vous pouvez accrocher à ce type d'histoire justement. Moi, ce que j'apprécie vraiment chez Kaoru Mori, c'est vraiment la sensibilité qu'elle a et la manière dont elle apporte les choses avec beaucoup de poésie. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher de me remettre en question, comme pour l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue, c'est vraiment que, en fait, on se rend compte que chaque chose qu'ils font eux là-bas, ça a beaucoup de sens et que c'est vraiment c'est la vie, vraiment la vraie vie. Et alors que nous, on est entouré de choses parfois inutiles, on peut tout avoir en un claquement de doigts. C'est pas du tout le même mode de vie et de pensée, en tout cas, c'est une mentalité bien différente de la nôtre. Alors, le prochain manga, c'est un one-shot et c'est Cocon par Machiko Kiyo.
Alors, ça va parler d'un escadron de jeunes filles donc, qui étaient sorties de l'école pour être enrôlées comme infirmières pendant la guerre. Et donc, bah, elles vont subir, déjà elles subissaient avant les bombardements et tout ça, mais là elles vont être encore plus au plein cœur de tout ce qui se passe. Et elles vont être témoins de toutes les horreurs en fait de la guerre. Elles vont devoir s'occuper des blessés graves, elles vont devoir jeter des corps, parfois juste des morceaux de corps, dans des charniers. Elles vont être soumises à toutes les odeurs, style décomposition et j'en passe. Et aussi subir les attaques ennemies. Bref, on nous donne vraiment un aperçu de ce que les personnes qui ont vraiment vécu ça ont pu vivre, justement. Alors pourquoi le titre Cocon? Eh bien tout simplement parce que le personnage principal va mettre en place une sorte de mécanisme de défense qui va consister à créer l'illusion d'un cocon, donc un cocon intérieur, tout se passe dans sa tête. Et dans ce cocon-ci, en fait, il y aura tous ses bons souvenirs, toute la chaleur qu'elle peut essayer de trouver pour essayer de sortir un peu de cette réalité-ci. Et voilà, le souci c'est que le cocon c'est juste une illusion, ça se passe juste dans sa tête, mais l'horreur elle est bien là. Alors au niveau des sables, en fait le style est assez simple, je vais vous montrer. Voilà par exemple une planche qui est très parlante en fait, hop, avec des corps. Donc là vous pouvez voir que les filles bah, elles ont un visage, mais que tout ce qui est homme, bah, en fait ils n'ont aucun trait qui peuvent les différencier entre eux. Et ça aussi c'est un genre de mécanisme de défense que le personnage principal, hop celle-ci, a mis en place pour se protéger tout simplement. C'est loin d'être une lecture positive, hein, malgré le titre Cocon qui est censé apporter un peu de réconfort. Quand on sait que c'est le cerveau qui met ça en place pour pas devenir fou, eh ben oui, ça met moins des paillettes un peu dans tout ça. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que bah oui, on suit vraiment en fait les horreurs subies pendant la guerre, des conséquences psychologiques sur le groupe. Donc, le personnage principal, malgré tout ce qu'elle met en place, elle va quand même réaliser qu'autour d'elle, tout le monde n'a pas cette faculté-ci, donc pour se mettre en sécurité. Et l'état de santé psychologique et physique de certaines de ses camarades va fortement se dégrader aussi. Donc voilà, le cocon c'est censé être quelque chose de très protecteur, de très sécurisant et de chaleureux où on s'y sent bien. Et là, bah non, c'est vraiment juste une illusion en fait pour essayer de fuir une réalité qui est quant à elle bien présente malheureusement. Ensuite, série commencée et terminée et pas super appréciée en fait. C'est Ajin. Je suis un peu déçue parce que j'en entendais beaucoup de bien et je pensais vraiment que j'allais accrocher. C'était le cas pour les 3-4 premiers tomes, mais c'était plus du tout le cas pour la suite. Je vais m'expliquer. Alors, pour le résumé, on se retrouve dans un monde où parmi les humains, il y a des êtres donc, qui ressemblent à des humains, mais qu'on appelle Ajin, donc qui sont des êtres en fait immortels et qui ont le pouvoir de ressusciter à l'infini. Et en fait, comme ce sont des êtres qui sont extrêmement rares, eh ben, ils sont fortement recherchés et quand ils se font attraper, ils vont subir des expériences complètement à l'antipode de l'éthique. C'est vraiment une vraie torture. Alors, expérience du style, je vais te découper en petits morceaux en commençant par les extrémités. Et quand j'ai fini, si t'es toujours en vie, eh ben, je te tue, comme ça ton corps se réinitialise et il est comme neuf. Et Zerbardi Bouratour. Ok, let's go. Alors, on va suivre l'histoire de Kei Nagai, un jeune lycéen qui, un jour, en voulant traverser la route, eh ben, paf le Kei, il va se faire renverser par un camion et à la place de mourir sur le coup, eh ben, en fait, il va ressusciter et lui et les témoins autour vont se rendre compte qu'il est un Ajin et tout le Japon va se mettre à sa poursuite. Et bien entendu, s'il se fait attraper, c'est pas pour lui faire des guillis après. Alors,
Autant pour les 3-4 premiers tomes, j'ai beaucoup aimé en fait les dessins et l'histoire. J'ai beaucoup apprécié la tension qui était mise en place au niveau de la course-poursuite et des enjeux en fait finalement pour Kay. Mais la suite, je me suis ennuyée et je me suis désintéressée. Plus j'avançais, plus je trouvais les personnages inintéressants et voire même pour certains vides. Et c'est très embêtant parce que le personnage principal, surtout pour lui en fait, il va y avoir un tournant au niveau de sa psychologie. Il y a bien ce fameux méchant, il y a beaucoup de gens qui le décrivent comme un personnage vraiment badass, un des meilleurs méchants du manga. Donc en effet, c'est quelqu'un qui fait peur, il est très intelligent et imprévisible et il est capable de faire les pires choses. Donc ça c'est vraiment sympa, mais je trouve qu'il n'est pas bien exploité dans le manga. En fait c'est assez paradoxal parce que c'est le seul méchant de toute l'histoire. Et donc les 17 tomes vont se concentrer sur la confrontation entre Kay et ce personnage-ci. Et en fait, lorsque je dis que c'est pas bien exploité, en fait c'est des schémas qui se répètent tout le temps dans le manga, c'est-à-dire qu'il y aura de la filtration, il y aura des combats, et il y aura des massacres de masse. Et en fait, ces schémas qui se répètent à chaque fois, ça a fini par me lasser parce que surtout la filtration, en fait, à chaque fois, c'était le méchant rentre dans le bâtiment, t'as les soldats et certains Ajins qui essayent de les battre, tout simplement. Mais c'est tout le temps la même chose. Et en fait, je me suis ennuyée, je ne pensais pas que ce manga-ci allait prendre un autre tournant que celui du début. Et je trouve ça un peu dommage. Par contre, il y a quand même un point positif que j'aimerais bien apporter, c'est l'intelligence qui a été utilisée dans l'utilisation en fait du pouvoir des Ajins, surtout dans les combats. Forcément, quand un Ajin se bat, par exemple, il vient de se faire tirer dans le bras, il sait plus servir de son bras, et lui, il va faire quoi? Il va prendre avec son autre bras un flag et paf, pour se réinitialiser. Et il y a un personnage notamment qui est très fort là-dedans, et il va très bien s'en servir. Donc voilà pour mon avis sur Ajin. Moi, c'est pas parce que j'ai été déçue que vous allez forcément l'être. C'est vraiment le tournant que l'histoire a pris en fait qui m'a pas super prise. Et renseignez-vous quand même, peut-être que vous allez apprécier. Je sais qu'il a de très bons avis, donc je peux pas vous dire de ne pas vous lancer dessus. Par contre, pour l'animé, les graphismes ne vendent pas du rêve. Ensuite, c'est une série qui cartonne énormément en ce moment, beaucoup de monde en parle, et de fait, c'est une série qui le mérite en fait. Et je les ai enfin lus, il me manque plus que le tome 11 à me procurer, et c'est Dandadan. Donc j'ai lu les 10 premiers tomes. Pour faire très bref, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, on sait jamais, donc c'est une fille Ayase qui croit comme faire aux fantômes, et c'est un garçon Takakura qui s'appelle, qui lui va croire aux aliens. Ils vont se rencontrer et en fait ils vont se provoquer mutuellement parce que Ayase ne croit pas du tout aux aliens et lui ne croit pas du tout aux fantômes. Donc ils vont se provoquer, ils vont se lancer le défi et vont mutuellement aller à la rencontre de la croyance de l'autre. Alors, résultat du défi, Takakura va se faire voler sa zigounette par un fantôme et Ayase va manquer de se faire abuser par des êtres extraterrestres. Oui. Takakura va subir une malédiction qui va lui permettre de se métamorphoser, mais son caractère va changer complètement, il sera en mode déprime et sans aucune motivation. Et Ayase, elle, pendant son expérience subie par les aliens, avec une déficience de la machine, avec une défaillance, c'est mieux, de la machine, elle va développer des pouvoirs psychiques. Et comme tous les deux ont un genre de pouvoir, ils vont pouvoir se confronter à plein d'êtres surnaturels et paranormaux, tous aussi délirants les uns que les autres.
Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce genre d'histoire, c'est que en fait, l'auteur est complètement audacieux. Il va nous lancer dans des scénarios, mais complètement délirants. En fait, il est complètement imprévisible. Et il arrive à nous sortir quelque chose tout le temps, de très dynamique et de complètement barré à chaque fois. Donc, parfois, on a du mal à tenir en fait la cadence avec lui, mais il finit toujours par nous rattraper avec une explication derrière. Et ça fonctionne. Les personnages, quant à eux, ils sont super bien écrits, ils ont bien leur caractère à eux, mais aussi beaucoup leur spécificité, et c'est très 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 particulier pour chacun des personnages. Il va vraiment créer des personnages qui sortent du lot dans le monde du manga, en fait. Au niveau des caractères et de la manière dont ils interagissent entre eux, on voit qu'il y a du travail et beaucoup de réflexion derrière. Et bien entendu, c'est comme ça un manga assez barré, il y aura beaucoup d'humour pipi caca dedans, mais contrairement au manga qui va suivre après, là c'est très bien amené et ça fait rire. Donc, voilà, mon copain le Kappa en 3 tomes, hop, Kappa et compagnie, et moi, l'amour et le Kappa. Comme dit dans les achats manga, donc mon copain le Kappa, ça va parler de quoi? Ça va parler de ce petit garçon aussi qui s'appelle Senpei, qui va faire la rencontre d'un jeune Kappa, et ils se ressemblent très fortement. Donc Senpei, lui, à l'école, il est fort moqué parce qu'il ressemble au Kappa, et il finit par rencontrer un Kappa. Et donc Senpei va avoir le monde des Kappas. Il va manquer de se faire tuer là-bas parce que les humains sont normalement interdits là-bas, mais on va l'épargner et ils vont envoyer le petit Kappa là, qui lui ressemble dans son monde à lui pour qu'il puisse étudier son monde. Le tome 1 va commencer comme ça. Alors comme je l'ai dit, l'univers est vraiment... Enfin, il pouvait être super intéressant. Les dessins, j'adore. C'est vraiment des super beaux dessins. Voilà par exemple une planche, ou ça aussi, magnifique. Les personnages aussi, je les trouve vraiment sympas. Donc il y aura aussi par exemple la petite Tanuki qui va vivre avec eux. La mort aussi est vraiment bien faite. J'aime vraiment bien ce style de dessin. Mais en fait, le monde pouvait être intéressant si l'auteur n'arrêtait pas de tourner tout le temps autour d'histoires de proutes. C'est terrible comme ce manga, comme en fait les proutes cassent tout le charme du manga. Dans le tome 1, ça avait déjà commencé à m'interpeller parce que après la rencontre avec le Kappa, en fait, Senpei il doit participer à une compétition de natation et le Kappa va essayer de lui apprendre à nager en se propulsant dans l'eau avec son anus. Parce que les Kappas ont 3 anus et eux ils nagent super vite grâce à ça. Donc Senpei va essayer d'être aussi fort que le Kappa en mangeant des trucs qui le font péter, voilà. Alors le deuxième tome, lui, sera plus vite basé sur une histoire où Senpei et son ami le Kappa vont être soumis à plusieurs épreuves pour pouvoir gagner quelque chose. Et là, voilà, encore une fois, il y a deux, trois scènes où c'est prout-prout, quoi. Mais le pire, c'est le tome 3. Je m'en remets toujours pas de ce tome-là. Alors en fait là, je m'apprêtais à lire le 3e tome de Mon copain le Kappa. Et en fait, en tournant les premières pages, hop, très joli dessin hein, d'ailleurs, et je tombe sur le titre du premier chapitre qui est La voix du paix. Donc autant vous dire que j'en ai marre de leurs blagues sur les paix. Vous voulez savoir comment ça commence? Par curiosité, mais c'est lunaire, j'ai l'impression que on pourrait rêver de ça. Tu vois, quand on fait des rêves à la con, c'est typiquement le type de rêve qu'on pourrait faire. Alors, pour votre culture, l'histoire commence avec Senpei qui va faire la rencontre d'un vieux sage qui maîtrise l'art du paix sans odeur. Et donc, le vieux monsieur qui se prend d'affection pour Senpei
va finir par lui proposer de participer au jeu Pétolympique. Nous, cette année, on a les JO, et eux, des jeux Pétolympiques sur la proute. Ouais. Mais voilà que des belettes voleuses d'anus vont essayer de voler celui du vieux sage. Mais elles se trompent et elles finissent par voler celui de Sampei. Mais Sampei va pas rester trop longtemps sans anus, puisqu'il va trouver, par heureux hasard, celui du vieux sage par terre. Je vous mets des photos, parce que sinon on va pas me croire, mais voilà. Et un anus en manga. Donc Sampei, il va faire quoi, hein? Tout le monde l'aurait fait. Hein. Il le ramasse et il va le placer là, à l'endroit où son anus à lui a disparu. Je suis obligée de faire des coupures pour expliquer le mieux possible ce qui se passe de manière cohérente. Et plot twist, il va se rendre compte que le nouvel anus qu'il possède est un anus musical. C'est merveilleux. Donc, il va se produire en concert devant toutes les autres créatures qui peuplent la forêt. Et il va jouer de belles partitions telles la sonate au clair de lune. Avec son cul. Donc voilà, le manga ne parle pas que de ça. Il y a quand même des bonnes histoires avec des magnifiques dessins. Mais ces histoires-ci, ça casse tout, je trouve. Il y en a qui disent que c'est de l'humour noir, mais moi je trouve que c'est juste de l'humour prout-prout. C'est quand même bien amené, mais je trouve que ça retire quand même le charme du pitch de base. Et une personne l'a dit en commentaire d'ailleurs, c'est que ça c'est une histoire qui est destinée plus pour public jeune. Donc visiblement pour attirer les publics plus jeunes, il faut parler de prot. Ensuite, autre manga, c'est Maison Ikoku. J'avais lu les 4 premiers tomes, mais je ne les ai pas gardés parce que voilà. En fait, l'histoire, donc, c'est dans une maison résidentielle avec plusieurs habitants. Et il y a un homme, je ne sais même plus comment il s'appelle, qui va tomber amoureux du locataire, donc qui est une femme, et c'est Juliette Je t'aime. Donc pendant les 4 tomes, et ce sont 4 doubles tomes, donc c'est comme si j'en avais lu 8 quoi. Ça va être du je t'aime moi non plus, et beaucoup d'histoires de quiproquos. Et le premier tome, les 2-3 premiers tomes étaient sympas, mais c'est un manga qui fait 10 tomes, donc, enfin 10 doubles tomes, donc c'est comme si c'était 20 tomes. Et je trouve ça très long en fait, surtout que j'avais pas l'impression que l'histoire avançait, donc j'ai pas accroché. Et aussi gros bémol pour l'édition, puisque elle était pas de superbe qualité, et ici je les ai plus donc je ne saurais pas vous montrer, mais les pages en fait, j'ai reçu le manga, les pages étaient déjà jaunies, et le papier, vraiment pas fou. Ensuite, dans ma vidéo achat manga, j'avais dit que j'avais un doute sur ce manga-ci, et donc j'ai lu les 4 premiers tomes pour voir si je continuais à les acheter. Et en fait, il s'avère que j'ai quand même bien apprécié. Alors ça va parler de quoi? Kami-sama Opération Divine. Ça va parler d'un homme qui est fils d'un gourou de secte qui va se voir un jour sacrifié par son propre père. Et donc il va prier très fort pour une déesse au moment où il se fait assassiner. Et cette déesse va accomplir son souhait et il va être projeté dans un monde où la technologie n'est pas développée, mais où les personnes ont une longévité plus importante, mais que pour pallier comment dire, à la maintenance de la population, pour pas que la population explose, il y a des genres de déchéances où les gens, on leur dit « Ah c'est à ton tour de mourir », et ils vont se faire tuer sur place publique. Et aussi, il s'avère que dans ce monde-ci, il n'y a pas de dieu, mais des êtres qui ressemblent plus ou moins sans en être. Et je vais pas en dire de trop parce qu'au tome 2, il y a un énorme plot twist, donc je vais pas spoiler, mais en gros, on va nous présenter des entités qui vont chacun avoir un domaine de prédilection. Et là, pour ceux qui ont envie de le lire, je préfère aussi prévenir,
euh, on aborde très vite la déesse du plaisir et son pouvoir, enfin la déesse du plaisir, l'entité du plaisir et son pouvoir est de forcer les gens à avoir des pulsions sexuelles. Donc il y a des moments un peu etchi quand même. Alors au début j'accrochais pas trop de ça, mais finalement en fait on s'y fait vite. Je vais essayer de vous montrer une planche qui ne spoile pas. Oui, voilà, par exemple. Hop. Il y a quand même des moments où les dessins sont un peu plus fins. Mais là, j'en vois pas de masse. Cet atome qui est très court. Mais en gros, j'ai bien aimé les dessins, quoi. Hop. Voilà, pour ceux que ça intéresse. C'est pas bien connu. Mais ça se lit. Alors pour le prochain manga, en fait c'est un manga que j'avais juste acheté parce que j'aimais bien la couverture, donc j'avais pris les 7 premiers tomes et c'est Call of the Night. Call of the Night en fait ça va parler de ce personnage là qui en fait il a complètement un décrochage scolaire et il va passer ses soirées, ses nuits même à errer dans la ville, à se balader et il va faire la rencontre de ce personnage-ci qui est un vampire. Et en fait, ils vont se lier d'amitié. Et il va finir par dire qu'il aimerait bien devenir un vampire. Mais seulement voilà, elle va lui expliquer la méthode pour devenir un vampire, qui n'est autre que, en fait, s'il veut devenir un vampire, il doit tomber amoureux d'elle. C'est que comme ça que ça fonctionne. Sinon, quand elle est mort, il ne se passera rien du tout. Donc dès qu'il tombe amoureux et qu'elle est mort, il deviendra un vampire à son tour. Et donc l'histoire, c'est pas un manga d'action, c'est vraiment une histoire qui est assez chill. C'est-à-dire qu'on va voir ces deux personnages-ci passer du temps entre eux, rencontrer d'autres personnages, que ce soit des vampires ou des gens en fait qui ne parviennent pas à dormir et qui passent leur nuit à errer dans la ville, à s'asseoir pour boire un coup ou autre. Et parfois, voilà, il y aura 2-3 antagonistes, mais c'est vraiment pas des enjeux où on voit que les personnages sont en grand danger. C'est vraiment très calme, il y a beaucoup de dialogue, c'est beaucoup de discussions, pas comme un slice of life, mais ça y ressemble quand même un petit peu. Et donc le but de ce garçon-là, c'est d'essayer de tomber amoureux de la petite vampire. Et on voit vraiment en fait l'évolution de leur relation. Et par exemple au niveau des dessins, hop, voilà. Donc ça c'est une grande planche, mais il y a beaucoup de dialogues. C'est un manga qui prend quand même du temps, je trouve, pour lire. Voilà. Mais j'ai bien aimé l'histoire, ça change un peu de d'habitude. Donc je vais continuer pour le moment. Et je vais me prendre le tome 8 qui est sorti. Et pour terminer, c'est une nouveauté et c'est Tokyo Cannabis, hop, qui va parler de ce monsieur-ci qui est fleuriste et il va avoir beaucoup de difficultés financières et notamment après l'accident de sa femme qui va causer beaucoup de dettes en fait. Et donc il va faire la rencontre d'un ancien pote et ce pote-ci va lui proposer de cultiver du chanvre pour en faire du cannabis à consommer. Et au début, il voudra pas, mais il est tellement en galère, financièrement parlant, et aussi il est tellement passionné par les plantes qu'il aimerait bien quand même savoir comment est-ce qu'on cultive tout ça et quels sont les besoins de ces plantes-ci, on voit qu'il va tout doucement s'intéresser à la chose. C'est vraiment au début, je suis pas la première à le dire, mais un peu à la Breaking Bad, quoi. C'est vraiment, ils ont besoin de sous, donc ça va les pousser à rentrer dans le délit. Même le crime, en fait, au Japon, c'est un crime de cultiver, de posséder du cannabis. Donc, oui, le début est très classique. À voir par la suite où ça va mener. Est-ce qu'il va devenir aussi comme Heisenberg, un gros poisson, quoi. Mais en tout cas, pour ma part, je prendrai le tome 2 quand il sortira. Et je vous le conseille si le sujet vous intéresse.
Et voilà, c'est terminé pour les lectures manga du mois de mars. On se retrouvera en avril pour les achats manga. N'hésitez pas à me faire part des lectures qui vous ont peut-être interpellé ce mois-ci. C'est toujours bien de découvrir aussi vos découvertes à vous. Et donc d'ici là, je vous souhaite une bonne lecture, je vous souhaite de très bien vous porter et je vous dis à bientôt.